Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le 28 avril, bienvenue dans ce 13h, voici les principaux titres de l'actualité. Le CITA 2017, c'est parti. La cérémonie d'ouverture du Salon international du tourisme d'Abidjan a eu lieu ce vendredi. Le top départ a été donné ce matin à l'espace situé sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ce 28 avril, c'est la journée des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Thème retenu cette année, optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité au travail. Vous entendrez Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le pape François entame ce vendredi une visite de 2 jours au Caire en Égypte, 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tuant 45 personnes. Le but de ce déplacement est de porter un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme violent. Tout d'abord, les activités du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement, vous le voyez en image, a rencontré ce jeudi l'ancien vice-premier ministre du Portugal. Ces échanges avec Paulo Portas sont portés sur l'excellence des liens et de la coopération entre le Portugal et la Côte d'Ivoire. La cérémonie d'ouverture du CITA, je vous le disais en titre, le Salon international du tourisme d'Abidjan, c'est ce vendredi. Le top départ a été donné ce matin à l'espace situé sur la route de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et justement, parlant de tourisme, rendons-nous dans la ville de Mans, la capitale de la région du Tonkpi. C'est à environ 600 km d'Abidjan, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son relief original, constitué d'un ensemble de massifs montagneux qui l'entourent, lui donne un aspect particulier. Rendez-vous à Mans et vous aurez droit aux cascades naturelles de Zadépleu, à la forêt sacrée de Gouépleu, la Dent de Mans, le mont Tonkpi, et j'en passe, tant il y a de sites touristiques. Suivons le guide F. Bouy. Bienvenue à Mans. Nous sommes à l'entrée sud de la ville en venant d'Abidjan. Déjà, un avant-goût du relief. Tout droit, un impressionnant massif montagneux entourant la ville. Une destination touristique à envisager. Allons donc à la découverte de ses principaux sites touristiques. Commençons la présentation par les cascades naturelles de Zadépleu. De magnifiques chutes d'eau de 20 mètres situées à 3 km de la ville. Ensuite, la forêt sacrée de Gouépleu avec sa forte concentration en singes verts. L'histoire de la ville de Mans est inscrite en ce lieu. Puis, la Dent de Mans à 8 km. Symbole de Mans, c'est un ensemble de roches jumelles dont le plus haut sommet culmine à 881 mètres d'altitude. Enfin, le dernier site touristique de notre sélection, le mont Tonkpi, situé à 25 km de Mans, route des Zadépleu, 1223 mètres d'altitude, l'un des plus hauts sommets du pays. C'est cette montagne qui a donné son nom à la région. Elle abrite le centre émetteur de la radiodiffusion télévision ivoirienne. Nous décidons de nous y rendre en voiture. Une voie difficile, très accidentée par endroits. Arrivé au sommet du mont Tonkpi, encore 95 mètres de la tour du centre émetteur à parcourir en 325 marches d'escalier. Waouh, l'effort en valait la peine. Des montagnes à perte de vue, une vue magnifique. On y voit même la ville de Mans dans sa cuvette naturelle. Et c'est avec ces belles vues panoramiques que nous disons au revoir, tout en vous invitant à venir découvrir la ville touristique de Mans. C'est un reportage signé F. Boué depuis Mans. Dans le sud Comoé, du côté de Beaunois précisément, le Popo Carnaval a démarré depuis le 15 avril dernier et est prévu s'achever demain samedi. Cette tribune de promotion du patrimoine des peuples abourés réunit chaque année des centaines de visiteurs. Quel est son poids socio-économique? Élément de réponse avec Serge Collier. C'est une tradition. Chaque année, à la veille du Popo Carnaval, les filles et fils de Beaunois se retrouvent autour d'un rituel dénommé la retraite au flambeau. Une sorte de purification et d'invocation des mânes des ancêtres avant le démarrage des festivités. La retraite au flambeau a deux sens. Un premier sens, il sert à purifier
la ville pour accueillir l'événement. Le deuxième sens, c'est d'éduquer les jeunes générations à l'importance de la lumière dans notre vie aujourd'hui, en leur montrant comment nos parents vivaient avec les lampes ancestrales pour aujourd'hui arriver aux lampes que nous avons facilement. Le cérémonial ainsi accompli, la ville peut accueillir la fête. Le Popo Carnaval, on le sait, constitue avant tout un événement culturel et touristique de premier plan. Il attire des centaines de milliers de visiteurs venus découvrir les valeurs identitaires du peuple abouré. Cette plateforme de promotion du patrimoine s'affirme aussi de plus en plus comme un pôle économique. Les transporteurs en sont les premiers bénéficiaires. Au niveau des Popo Carnaval, ça fait que la ville même, au niveau des transports, ça bouge beaucoup. Ça marche bien, on gagne l'argent seulement, on rentre à la maison avec l'argent. Quand c'est Popo Carnaval comme ça, on peut avoir 15 000 ou 18 000 francs par jour. Les réceptifs hôteliers ne sont pas en reste. Ils affichent complet et cela se ressent dans les caisses. Ça va, ça se gonfle. Et ça se répercute sur tout l'ensemble de la ville de Beaunois. Quand de Popo, pour ne pas être surpris, il faut réserver un mois avant. Parce que la dernière semaine du Popo, on n'a plus de chambres disponibles. Le Popo Carnaval offre également des opportunités d'affaires pour tous. Des petits commerçants aux grands opérateurs économiques, en passant par les agences de voyage, tous investissent les stands. Grâce au Popo, la ville de Beaunois a connu un essor particulier. On peut dire que le carnaval aujourd'hui est en train de devenir la plateforme des professionnels de l'art et de la culture, et même du tourisme. Parce que ceux-là ont compris que c'est un marché qu'ils pouvaient promouvoir pour faire vivre leur activité dans la période du carnaval. Tout le monde est souriant parce que le petit commerce marche à tous les coups. Ce regain d'activité conforte les initiateurs dans leur volonté de contribuer au développement économique du Sud Comoé et partant de la Côte d'Ivoire, mais ils demandent beaucoup plus de moyens. Ne serait-ce que 150 millions de subventions de l'État avec tous les partenaires, je pense que le Popo n'a rien envié au Carnaval de Rio. Un bémol cependant, après tant cette édition, les organisateurs n'arrivent toujours pas à produire des données statistiques mesurables pour les experts et éventuels partenaires privés capables d'injecter des fonds. Notre inquiétude au niveau du ministère, est-ce qu'après le Popo Carnaval, les organisateurs peuvent dire de façon concrète combien de visiteurs sont rentrés au niveau de Beaunois? Combien sont ceux qui ont payé telle chose au niveau de la restauration? Combien sont ceux qui ont été dans des hôtels? Combien sont ceux qui ont fait une simple excursion? C'est dans cela que nous, au ministère de l'Économie et des Finances, nous pouvons savoir ce que la culture et Popo Carnaval en particulier a apporté à l'économie et voir dans quelle mesure nous pouvons soutenir davantage cet événement. Le Popo Carnaval veut ressembler à des carnavals comme celui de Rio. Pour atteindre cet objectif, une organisation et une gestion rigoureuse s'imposent. Les jours à venir, nous allons faire une enquête sur le terrain, de sorte que d'ici la fin du Popo, qui est prévu pour le 29, l'apothéose, qu'on ait déjà des informations importantes à livrer au ministère de l'Économie et des Finances. L'événement, de l'avis des experts, a du potentiel, c'est indéniable, mais il en faut plus pour espérer se classer au rang des carnavals qui apportent une plus-value à l'économie de leur pays. Amadou Gon Coulibaly était hier soir l'invité de la RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, sur RTI 1 et pendant 90 minutes, le Premier ministre s'est prononcé sur divers sujets dans le cadre de ses 100 premiers jours à la primature. Je vous propose d'en suivre un extrait. Je considère que entre toutes les mesures que nous avons prises de 2012 à 2016, qui elles représentent globalement 616 milliards, entre, je dirais, le coût du déblocage qui est de 244 milliards donc chaque année, entre, je dirais, le déblocage donc, des indices en termes d'avancement tous les 2 ans qui va représenter autour de 15 milliards donc, par an, au moment où la décision se prenait, on a dit que toutes ces décisions valaient
donc, annulation de la revendication relative donc, au stock des arriérés. Ce que nous notons, c'est qu'ils ont engagé tout ça, c'est normal, ça a été une décision donc, du président, c'est une bonne chose, parce que le déblocage il était initialement prévu donc, sur 5 ans à partir de 2014, et le président a décidé donc, de le faire donc, en 2 ans. Donc ça, c'est à saluer. Mais après donc, cet accord, je dirais, de dire toutes ces mesures valent abandon donc, du stock, donc on revient donc, sur la question donc, du stock des arriérés. Moi, je considère qu'il faut aujourd'hui, dans l'environnement donc, qui est le nôtre, que les syndicats donc, comprennent que ce n'est pas au moment où donc, nos braves paysans donc, subissent la baisse donc, de leur prix, donc de 1100 francs donc, à 700. Donc, ils doivent continuer donc, de s'arc-bouter sur donc, cette question. Je voulais les inviter d'ailleurs à l'union, parce que les grèves que l'on sent ici et là sont en fait des éléments de division donc, à leur sein. Nous sommes prêts à poursuivre donc, le dialogue, parce que c'est ce que le président de la République nous a demandé. Nous poursuivons donc le dialogue. Mais nous devons poursuivre donc, ce dialogue en tenant compte de la réalité donc, économique aujourd'hui. Et les décisions de 2014 sur le déblocage des salaires, il y a une attestation du gouvernement qui montre que cette décision a été prise avec en parallèle l'abandon de la revendication sur le stock en ce qui concerne donc, les arriérés. Moi, je pense que les fonctionnaires devraient se réjouir déjà de l'idée que ces décisions qui ont été prises antérieurement aient été actées et que donc aujourd'hui, ils touchent donc la plénitude donc, du salaire tel que prévu par les décrets qui avaient été pris donc, en 2009. Donc, personnellement, nous sommes tout cas prêts donc, au dialogue, nous sommes prêts donc, à la discussion, mais je veux que les Ivoiriens donc, comprennent que nous sommes donc, dans une période où tous les actes que l'on pose qui peuvent affaiblir l'image du pays, tous les actes que l'on pose qui peuvent donc, créer des problèmes donc, sécuritaires au pays donc, ne sont pas de bons actes. Il faut que nous restions donc, unis, rassemblés et que nous puissions donc, discuter pour trouver donc, des solutions à tous les problèmes. Un petit mot d'économie dans ce journal. 23 entreprises exerçant dans les secteurs d'activité ont reçu jeudi, dans divers secteurs d'activité, donc ont reçu jeudi le Grand Prix Label des consommateurs africains. Un prix qui veut contribuer aux actions de lutte contre la contrefaçon et la vie chère. La cérémonie s'est tenue à Cocody en présence de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté et le ministre du Commerce Souleymane Diarra-Souba. Juliette Ouéa. Côte d'Ivoire, 23 entreprises satisfont les populations par la qualité de leurs biens et services. Elles ont reçu ce jeudi 20 avril le Grand Prix Label des consommateurs africains. Ces structures sont récompensées selon 3 critères. Le rapport qualité-prix, la satisfaction et l'attractivité. Nous ferons toujours notre possible pour offrir aux consommateurs un produit de qualité. Notre produit est un produit qui est conçu en Côte d'Ivoire, un produit de qualité premium avec des matières premières qui respectent la peau de bébé. Nous sommes toujours à l'écoute de nos auditeurs et nous prenons la température, si je puis m'exprimer comme ça, pour toujours savoir quels sont les besoins de nos auditeurs et nous aligner sur ces besoins-là. Nous sommes là pour nos auditeurs, nous diffusons essentiellement de la musique et nous tâchons d'être toujours n'est-ce pas, en accordance avec l'actualité musicale. Pour mesurer cette satisfaction client, une équipe d'environ 50 personnes a réalisé un sondage sur tout le territoire national. C'est un label qui aide à la lutte contre la vie chère, la lutte contre la contrefaçon et surtout qui contribue à la protection du consommateur aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Initié depuis 2015, le Grand Prix Label des consommateurs africains est salué par 2 parrains. Henriette Dagri-Diabaté, grande chancelière de l'Ordre national, et Souleymane Diarra-Souba, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME. Le label des consommateurs africains s'inscrit efficacement dans la perspective de la formation de l'Ivoirien nouveau, concept si cher à notre président Alassane Ouattara. L'Ivoirien nouveau franchit un pas en proposant une solution inédite, collective, à une question cruciale de notre société. Les 2 personnalités ont également appelé les lauréats à continuer sur cette lancée.
En termes de voirie, vous le savez peut-être, Koumassi fait partie des communes qui souffrent le plus du mauvais état des routes. Absence de voirie, problème d'assainissement, la population de Koumassi et les automobilistes vivent dans ces mauvaises conditions depuis de longs mois. La fin du calvaire est peut-être proche. Le ministre des Infrastructures économiques y est allé jeter un œil. Amédée Kofi Kwaku a effectué récemment une visite sur le terrain pour constater la gravité de ce que vivent les habitants de Koumassi. Christ Diomandé, Abou Sanogo. Difficile pour ce chauffeur de taxi d'atteindre l'autre bout de la voie à cause de la mare d'eau dormante stagnée en plein milieu du carrefour. Comme lui, nombreux sont les véhicules qui n'arrivent pas à circuler d'un quartier à un autre. Le trafic routier est véritablement paralysé du fait de la dégradation avancée des voiries, des canalisations bouchées qui donnent l'opportunité aux eaux de ruissellement de se substituer au bitume. À ce décor, survient le problème d'assainissement. Les vastes mares d'eau cohabitent avec la population des quartiers précaires et modernes. Nous sommes bien dans la commune de Koumassi. Vu l'ampleur de cette situation, le gouvernement s'est rendu sur les lieux. Il y a 5 voies structurantes qui rentrent dans Koumassi. Aujourd'hui, il y a 3 routes importantes qui sont complètement dégradées, qui sont impraticables. Mais compte tenu du fait que Koumassi est un quartier, Koumassi et Makori, il y a un canal qui relie donc les deux lagunes. Ce canal est complètement envasé. Pour sortir Koumassi de cette situation, des mesures sont prises. Toutes les actions qui doivent être conduites ont été identifiées. Il y a une réflexion globale qui est conduite pour que, du point de vue de l'assainissement, Koumassi soit doté de tout ce qui est nécessaire pour éviter que ce genre de situation n'arrive dans les semaines, dans les années à venir. Une satisfaction pour le maire de la commune de Koumassi. C'est un soulagement de savoir que l'État de Côte d'Ivoire au plus haut niveau s'apaisantit sur le sort de Koumassi. Vous savez, beaucoup de choses ont été dites et aujourd'hui nous avons une ébauche de solutions. Nous ne pouvons qu'être heureux. Bientôt ce calvaire sera selon les autorités un lointain souvenir parce que de grands moyens seront déployés pour la réhabilitation de la voirie. Nous sommes le 28 avril et depuis 1996, cette date marque la journée de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail. C'est aussi la journée mondiale de la sécurité et la santé au travail. Optimiser la collecte et l'utilisation des données sur la sécurité au travail, voilà le thème retenu cette année. Je vous propose d'écouter la déclaration du gouvernement lue pour vous par Jean-Claude Kouassi, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Les accidents du travail et les maladies professionnelles constituent des menaces pour la santé et la sécurité des travailleurs. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS a enregistré 7037 cas d'accidents du travail en 2014, 7394 cas en 2015 et 7575 cas en 2016. Au titre des maladies professionnelles, 15 cas en 2014, 34 en 2015 et 48 en 2016. Des données qui ont un impact négatif sur le rendement des entreprises. Pour faire face à cette problématique des accidents du travail et des maladies professionnelles, notre pays s'est engagé dans la voie de la prévention des risques professionnels. À cette fin, il a signé et ratifié les principales conventions internationales dédiées à la sécurité et à la santé au travail. Il a intégré dans son Code du travail des dispositions pertinentes visant la réduction des risques professionnels. L'État de Côte d'Ivoire est engagé à réduire le taux d'accident du travail et les maladies professionnelles. Pour y parvenir, la contribution des organisations et syndicats du travail est encouragée. Cette politique publique, à la fois préventive et curative, ne peut atteindre ses objectifs sans l'implication déterminante des premiers acteurs du monde du travail, que sont les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations professionnelles de travailleurs et les syndicats de victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Je voudrais ici les saluer pour leur engagement et leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans son action de promotion d'un milieu de travail rassurant et salubre. En Côte d'Ivoire, la prise en charge des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles est assurée par la CNPS. Elle concerne la réparation, la réadaptation et la rééducation. Chaque année,
Les charges de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles s'élèvent à environ 3 milliards de francs CFA. Propos recueillis par Fidèle Aigné et Moussa Konaté. La région de l'Indénié-Djuablin enregistrait autrefois des attaques à main armée et des agressions sur les populations. Mais ça, c'était avant. Le conseil régional entend mettre totalement fin à ce fléau. Plusieurs brigades de gendarmerie ont été réalisées. La plus récente a été construite dans la sous-préfecture d'Amelikia, dans le département d'Abengourou. Mamadou Kwasi, de retour d'Abengourou. La région de l'Indénié-Djuablin, grande zone de production agricole avec un bon tonnage de cacao, de café, d'anacarde et d'EVA. Mais la quiétude de ces producteurs est souvent troublée par l'insécurité, des attaques à main armée, des vols à domicile et vols de production agricole dans les champs. Le conseil régional a décidé d'apporter une solution. 5 brigades de gendarmerie ont été construites depuis 2013 dans la région en vue de renforcer le système sécuritaire. En visitant la brigade de la sous-préfecture d'Amelikia, le ministre Pascal Kwaku Abinan a rassuré la population de la volonté du gouvernement à assurer la sécurité des biens et des personnes. Le président du conseil régional élu a indiqué également que la sécurité, l'éducation et la santé constituent des priorités pour le conseil. Et cela se traduit par la construction de centres de santé, de collèges de proximité et de remise de matériel médical. Ça ne va pas s'arrêter ici. On va continuer. Et depuis que la gendarmerie est installée, je pense que le taux de criminalité a baissé dans cette région. Donc vraiment, nous remercions encore une fois le président de la République parce que c'est sa politique et les moyens qu'il met à notre disposition au niveau du conseil régional qui nous permettent de réaliser tout cela. La sous-préfecture d'Amelikia bénéficiera dans quelques jours d'un centre de santé urbain moderne avec plusieurs services, entre autres la radiologie, la gynécologie, la pédiatrie et un cabinet dentaire. Après Amelikia, la délégation conduite par le ministre Pascal Kwaku Abinan s'est rendue à Elenso 2 pour l'inauguration du centre de santé. Une remise des clés doublées de remise de matériel médical pour répondre aux besoins sanitaires des populations. Ces populations bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance au conseil régional ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara, pour la réalisation des promesses faites lors de son passage dans la région en septembre 2015. Des promesses en électrification rurale, au renforcement du plateau technique des centres de santé de la région et la construction de collèges de proximité dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture de la région de l'Indénié-Djuablin. Le département de Korogo, c'est 405 groupements de femmes impliqués dans le développement, des actions que l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly s'engage à soutenir. C'était au cours d'une rencontre qui a mobilisé au centre culturel La Womiagnon de Korogo les leaders de groupements féminins. Une initiative du corps préfectoral pour rendre hommage et galvaniser les femmes du Poro à davantage d'implication dans le développement de leur région. Léon Brou, notre confrère de RTI Boaké. Marché de maraîchers de Korogo. Ici vend en association avec ses collègues Fatoumata depuis 3 ans. Leurs fournisseurs, les coopératives de productrices de maraîchers. Des organisations de femmes aussi dans le domaine de l'artisanat. Au total, 405 groupements de femmes dans tous les secteurs d'activité à Korogo. Des fois on perd, des fois on gagne. On s'occupe des enfants. Si nos maris ne gagnent pas, on se débrouille pour ça aussi. Nous comptons 405 associations, groupements, ONG. Elles pèsent à peu près 60% dans la balance économique de la région du Poro. C'est donc établi, la femme du Poro constitue pour sa famille un pilier incontournable. Il faut donc encourager l'achèvement de son autonomisation, car dit l'adage, une femme autonome, c'est une famille épanouie. Raison de cette cérémonie initiée par la Direction régionale de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant. Soutiennent l'initiative le corps préfectoral et Assetou Coulibaly, l'épouse du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Elle m'a demandé de vous rassurer, vous braves femmes de Korogo, et vous réaffirmer qu'elle sera toujours votre avocate auprès de son illustre époux. Enfin, que vos doléances et vos préoccupations soient prises en compte. Cette cérémonie, une occasion pour exhorter à la formation, notamment dans l'entrepreneuriat et dans divers métiers, sensibilisation aussi sur le planning familial pour accroître la productivité de la femme du Poro.
Seri Dieka, toujours dans le département de Korogo, vient d'être connecté au réseau électrique national. C'est une action du Proneur 2020, Programme national d'électrification rurale, qui vise à électrifier toutes les localités d'au moins 500 habitants. Une fête de la lumière doublée d'un hommage au président de la République a été célébrée par les populations. Ouattara Walter Amadou, RTI Bouaké. Seri Dieka est une localité de la sous-préfecture de Latar dans le département de Korogo. Les habitudes des habitants de ce village vont désormais changer dans le bon sens, allant vers le développement. Pour le chef de Seri Dieka, l'avènement de l'électricité dans ce village était très attendu. On a un moulin qui marche en gasoil. On va changer le moteur en électricité. Et ça va faciliter aussi le travail des femmes. On remercie Alassane Ouattara, le président de la République. Seri Dieka bénéficie aujourd'hui de 2 km de réseau moyenne tension, 3 km de réseau basse tension et de 66 poteaux avec lampadaires, plus de 87 millions de francs CFA. L'aboutissement heureux de ce projet d'électrification de Seri Dieka qui permet de concrétiser la promesse du chef de l'État. Natif du village, le docteur Siele Silué Soro Abou, président du comité d'organisation, Yala Koulibaly, représentante des femmes, ainsi que tous les autres intervenants, ont promis faire une bonne utilisation de l'électricité mise à leur disposition. Faisons des projets ensemble. C'est ça qui est plus important. Donc les jeunes de Seri Dieka, travaillons ensemble pour faire en sorte que nos parents puissent vivre dans les meilleures conditions. Au nom du parrain, Jean-Marc Yassé Empêché, son représentant Assi Ferdinand, a exhorté les populations à se saisir de l'avènement de l'électricité afin de développer leur localité. La fête de la lumière à Seri Dieka a été une occasion pour montrer aux invités le riche patrimoine culturel de la localité. Reportage signé Ouattara Amadou Walter de RTI Bouaké. Jean-Paul II avait visité l'Égypte en l'an 2000. 17 ans plus tard, le pape François entame une visite de 2 jours dans ce grand pays à majorité musulmane, 2 semaines après un double attentat ayant visé 2 églises orthodoxes et tuant 45 personnes. Le pape François se déplace en Égypte ce vendredi donc à l'invitation du grand imam d'Al-Azhar, Ahmed El Tayeb, dans le but de porter un message fort d'unité entre les chrétiens et les sunnites dans la lutte contre l'extrémisme violent. On en parle avec Gabriel Zani. Soutenir les chrétiens coptes d'Égypte sans porter préjudice au dialogue avec les musulmans, c'est l'exercice d'équilibre auquel doit se livrer le pape François en visite ce vendredi dans le pays. Le chef de l'Église catholique vient donc en messager de paix. 3 semaines après les attentats contre l'église copte qui ont fait 46 morts dans 2 églises d'Alexandrie et de Tanda en pleine célébration de la fête des Rameaux. La visite du pape François cristallise les attentes les plus larges et les plus variées du pays. D'abord, celle des autorités qui espèrent corriger l'image désastreuse du pays sur la scène internationale. Ensuite, celle des chrétiens et musulmans d'Égypte qui veulent voir souffler un vent de réconciliation entre les communautés. Pendant cette visite de 2 jours, le pape François doit rencontrer les plus hautes autorités d'Égypte, notamment le président Abdel Fattah al-Sisi. Il devra aussi échanger avec le patriarche de l'église copte Théodore II, le pontife argentin avec qui il se rendra ce vendredi à l'église Saint-Pierre, cible d'un autre attentat revendiqué par l'État islamique lors d'une messe le 11 décembre 2016 qui a tué 29 personnes. Dans ce pays pivot du Moyen-Orient, confronté à la violence djihadiste, mais surtout à une situation économique et politique difficile, le pape François est très attendu sur la question de la réconciliation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur nos antennes.